Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, dans ma déclaration de politique générale, il y a tout juste 2 mois, je vous ai exposé une méthode, ma méthode. Une méthode qui est faite d'écoute, de respect, de dialogue, en premier lieu vis-à-vis du Parlement et vis-à-vis de tous les groupes, je dis bien tous les groupes qui le constituent. Je vous ai également dit et redit que je tiendrai un langage de vérité sur les contraintes qui pèsent sur notre pays, elles sont très nombreuses, et sur les efforts que cela nous impose. Nous sommes là aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, parce qu'il est nécessaire que la France, comme le ministre des Comptes publics vous l'a dit à l'instant, se dote d'un projet de financement de la sécurité sociale et d'un budget pour 2025. Pour cela, j'ai été au bout du dialogue avec l'ensemble des groupes politiques en restant toujours ouvert et à l'écoute. Je respecte depuis le premier jour de mon engagement politique le débat, la culture du compromis, et je le crois indispensable. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a d'ailleurs prouvé l'utilité de ce débat. Les très nombreuses heures de travail parlementaire sur ce sujet ont permis d'enrichir le texte du gouvernement et ont conduit, pour la première fois depuis 14 ans, à un accord en commission mixte paritaire. Vous me permettrez à cet instant de remercier les membres de cette commission et en particulier ici dans cette assemblée le président Frédéric Valletoux et le rapporteur général Yannick Deder, et aussi dans la haute assemblée le président Philippe Mouillet et la rapporteure générale Elisabeth Doineau. Ce texte a fait l'objet de très multiples évolutions. Ce matin encore, nous précisions la portée exacte de la trajectoire financière prévue en indiquant l'engagement du gouvernement à ce qu'il n'y ait pas de déremboursement des médicaments en 2025. Ce texte enrichi, que nous défendons avec conviction, n'est pas un texte anecdotique. Il est une réponse importante aux attentes et aux demandes des Français. Améliorer l'accès des patients à la santé partout sur notre territoire, en Hexagone et Outre-mer, le financement de l'autonomie, augmenter l'attractivité des métiers de l'hôpital, améliorer les retraites des agriculteurs et renforcer leur dispositif d'exonération des cotisations sociales, mieux prévenir les comportements à risque et lutter contre la fraude, protéger la sécurité sociale elle-même en évitant un accroissement de son déficit. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ce texte est désormais là. Il est, je crois, désormais temps d'agir pour le mettre en œuvre. Je crois que nous sommes parvenus désormais à un moment de vérité qui met chacun devant ses responsabilités. C'est maintenant à vous, députés, parlementaires de la nation, de décider si notre pays se dote de textes financiers responsables, indispensables et utiles à nos concitoyens, ou alors si nous entrons en territoire inconnu. Je m'adresse à vous avec respect, je m'adresse à vous avec une certitude. Je pense, dans la responsabilité qui est la mienne, que les Français ne nous pardonneraient pas de préférer Je pense sincèrement que les Français ne nous pardonneraient pas de préférer les intérêts particuliers à l'avenir de la nation. Et cela, mesdames et messieurs les députés, vous l'entendez, je le sais, dans chacune de vos circonscriptions, où les Français appellent et attendent de la stabilité.
appellent et attendent de la visibilité pour les entreprises et pour leur vie quotidienne. À un moment, et je sais de quoi je parle, où notre pays a tant à faire pour défendre ses intérêts et son influence en Europe et dans le monde. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa version résultant des travaux de la commission mixte paritaire et modifiée par les amendements rédactionnels et de coordination déposés. Et je le fais en appelant à la responsabilité de chacun des représentants de la nation que vous êtes, même si vous devez quitter cet hémicycle, persuadé que notre mission commune, au-delà de nos divergences, est de servir la France et les Français. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155, alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain 15h42 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la et le plus violent de la sécurité sociale jamais présenté au peuple français. Évidemment, face à cet énième déni de démocratie, nous censurerons ce gouvernement et Michel Barnier restera probablement dans l'histoire comme le Premier ministre qui aura eu le mandat le moins long comme Premier ministre de la Ve République. Nous le censurons et contrairement à ce que disait le Premier ministre à l'instant, ce ne sera pas le chaos après que M. Barnier et son gouvernement soient partis. C'est aujourd'hui un chaos politique que nous vivons du fait à la fois du gouvernement de M. Barnier, mais aussi de la présidence d'Emmanuel Macron. Nous sommes dans un moment où nous pouvons à la fois faire tomber M. Barnier et son gouvernement, mais aussi ce budget qui veut notamment faire en sorte que la moitié des retraités de ce pays voient leur pension diminuer. Ce budget qui a fait l'objet, vous l'avez vu, d'un déshonneur total de la Macronie qui, jusqu'au dernier moment, a tenté un marchandage avec le Rassemblement national, faisant semblant d'obtenir de grandes annonces de la part du Rassemblement national, alors que, encore une fois, c'était une arnaque, puisque, par exemple, le déremboursement des médicaments ne fait pas partie du projet de loi de la sécurité sociale et donc passera soit par un autre biais, soit se retrouvera directement, puisqu'il y a, vous le savez, 600 millions en moins sur l'Ondam, se retrouvera sur les patients, notamment sur les consultations médicales. Donc tout ça est une arnaque avec un Premier ministre qui a tenté d'échapper à la censure en se vautrant dans le déshonneur avec le Rassemblement national. Eh bien, il aura ce mercredi à la fois le déshonneur et la censure. Et je le dis, après, pour que notre pays puisse sortir de l'impasse politique et du chaos politique dans lequel Emmanuel Macron a plongé le pays, il ne restera plus qu'au président de la République de partir et au peuple français de pouvoir trancher par leur vote des nouvelles orientations qu'ils veulent pour ce pays. Je le redis avec force, il n'est pas possible que dans une démocratie, ce soit les perdants des élections qui gouvernent et c'est ce que nous allons démontrer en déposant à l'instant une motion de censure avec le nouveau Front populaire. Avez-vous un candidat pour Matignon si Michel Barnier? Eh bien, nous allons d'abord commencer par faire tomber ce gouvernement. Mais oui, nous avons dit à plusieurs reprises que Lucie Castet était notre candidate. Après, vous poserez la question au reste du nouveau Front populaire. Mais je vais vous dire pourquoi cette question est importante.
Parce qu'il ne faut pas faire semblant qu'on va pouvoir continuer dans cette situation encore longtemps. D'abord, Emmanuel Macron ne souhaite pas nommer un gouvernement du nouveau Front populaire, ne souhaite pas nommer la coalition qui est arrivée en tête. Et donc, la manière de sortir de l'impasse politique dans lequel nous a plongé le président de la République, eh bien, c'est d'arriver à un départ d'Emmanuel Macron, une démission d'Emmanuel Macron, et donc une présidentielle anticipée. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas que les Insoumis qui disent ça en ce moment. J'entendais, par exemple, Charles de Courson, rapporteur général du budget, dire qu'il lui semblait aussi que Emmanuel Macron devait démissionner. J'entendais Jean-François Copé dire que des présidentielles anticipées étaient inéluctables. Donc je crois que nous sommes arrivés dans ce moment où la Macronie est finie et que le peuple entier s'en trouve soulagé. Rien dans la Constitution ne l'oblige à démissionner. D'ailleurs, ce n'est pas forcément dans son tempérament. C'est vraiment qu'il va démissionner. Écoutez, quand vous avez un président de la République qui met le pays dans un chaos tel qu'il refuse de reconnaître le résultat des urnes, rien, effectivement, ne l'oblige à démissionner. Nous, les Insoumis, nous avions proposé une procédure de destitution. Il se trouve que le Rassemblement national avait voté contre cette procédure de destitution en commission et empêché que nous puissions le discuter à l'Assemblée. Rien ne l'empêche, mais au bout d'un moment, vous savez, le seul souverain dans ce pays, ce n'est pas le roi Emmanuel Macron, c'est le peuple et lui seul. Et donc nous le disons à chaque instant, le peuple est la solution. C'est quand même une lourde responsabilité là, que vous prenez de faire tomber le gouvernement. Je crois que c'est Emmanuel Macron qui prend une très lourde responsabilité en refusant de reconnaître le résultat des urnes et en continuant sa politique alors qu'il a été défait 3 fois dans les dernières élections. Donc cette lourde responsabilité, c'est celle de dire que contrairement à ce qui est dit aujourd'hui, le chaos c'est Emmanuel Macron et que nous pouvons tout à fait faire un nouveau budget, faire un budget qui réponde aux besoins sociaux, écologiques et démocratiques des Français et que nous n'acceptons plus cet autoritarisme d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement qui à chaque fois passe en force. Il passe en force sur les budgets, il passe en force sur les retraites. Nous en sommes au 24e 49.3 sous Emmanuel Macron. Maintenant, ça suffit. Voilà ce que nous disons. Et ce sont eux qui sont responsables du chaos politique aujourd'hui. Merci. Et voilà donc sans surprise, c'était attendu, Mathilde Panot, la patronne des Insoumis, vient d'annoncer qu'elle va déposer une motion de censure. Les heures sont désormais comptées pour Michel Barnier qui a activé la responsabilité, engagé la responsabilité de son gouvernement en activant donc le 49.3. On retourne à l'Assemblée nationale, Néla Latrousse, on vous retrouve avec votre invité. Évidemment, la responsabilité du gouvernement est engagée et donc maintenant, on le sait, d'ici mercredi sans doute, eh bien, il y aura cette motion de censure. Et le gouvernement Barnier risque bien de tomber. Oui, Pauline, parce que pour rappeler les règles, une motion de censure, elle est déposée dans les 48 heures après l'annonce du 49.3, c'est-à-dire que à partir de maintenant, les Insoumis ont 48 heures pour la déposer, mais ils comptent aller extrêmement vite, et c'est ce qu'ils nous ont expliqué tout à l'heure au micro, de la déposer tout de suite, et donc s'ouvre une deuxième période de 48 heures au cours de laquelle eh bien, les groupes vont discuter, et puis dans 2 jours, mercredi au mieux, jeudi, qui sait, cette motion sera examinée. Il sera temps alors de compter combien sont-ils à vouloir faire chuter le gouvernement de Michel Barnier. À mes côtés, Jean-Didier Berger, député des Hauts-de-Seine. Vous faites partie du bloc central. Vous, Michel Barnier, vous comptez le prolonger. Vous évidemment, on va le soutenir, évidemment. Il prend un risque avec ce 49.3. La gauche l'avait dit, s'il forçait le vote, en utilisant cet article de la Constitution, eh bien, une motion de censure était déposée. Pourquoi n'a-t-il pas choisi la voie toute simple du vote, de voir est-ce qu'il y a une majorité de députés prêts à voter ce projet de financement de la sécurité sociale ou une majorité prête à voter contre? Il a dit c'est l'heure pour tout le monde de prendre ses responsabilités. Il y a eu un très riche débat parlementaire. Il a, contrairement à ce qui pouvait se passer dans d'autres périodes, laissé le débat parlementaire se dérouler jusqu'au bout. Il y a une commission mixte paritaire qui s'est tenue et qui, pour la première fois depuis 14 ans, est parvenu à un accord, donc c'est suffisamment rare pour le souligner. Et malgré tout, on assiste à de multitudes de chantages de la part du Rassemblement national. C'est du chantage pour vous quand Marine Le Pen dit les retraites, oui. c'est une ligne rouge, ok pour le médicament, ok pour l'électricité, mais il n'y en a pas assez. Il y a toujours une demande supplémentaire. J'ai l'impression de voir mes enfants quand ils me demandent toujours plus, toujours une dernière partie, la dernière des dernières. Là, c'est la même chose. La dernière ligne rouge des dernières lignes rouges. À un moment donné, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Et si le Rassemblement national a envie d'être le parti du désordre, le parti de l'inconnu, le parti du chaos pour les Français, eh bien, il en paiera le prix. C'est à lui de se positionner par rapport à la situation actuelle. Marine Le Pen lance pas un défi, mais ouvre une porte pour Michel Barnier en disant voilà, j'ai rédigé un amendement sur les retraites
qui ne seront pas indexés sur l'inflation au 1er janvier. Ça fait partie des efforts qui sont demandés aux retraités pour entrer dans les clous budgétaires, si j'ose dire. Est-ce que Michel Barnier doit reprendre à son compte cet amendement? Est-ce qu'il doit faire évoluer le texte dans le sens souhaité par Michel Barnier, ou est-ce que vous y êtes défavorable? Je crois que Michel Barnier a fait déjà beaucoup d'efforts et a montré qu'il était particulièrement à l'écoute de toutes les tendances représentées à l'Assemblée nationale, ce qui est normal dans une période où il n'y a pas de majorité au sein de l'hémicycle. Mais maintenant, il faut qu'il y ait une limite à ce budget. La limite, c'est d'être raisonnable par rapport aux efforts globaux qui sont demandés. Si on présente un budget qui ne présente plus aucune économie, à quoi bon être là pour redresser les finances de notre pays? Je rappelle que nous avons également des engagements européens à tenir et que la responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attaque financière sur le pays, c'est de faire en sorte que l'année prochaine, les services publics puissent fonctionner dans de bonnes conditions, que le budget de l'armée, de la police et de la justice puisse être augmenté, et également de faire en sorte que ce qui se passerait si le budget n'était pas adopté, qu'il n'y ait pas une augmentation d'impôt sur le revenu pour 17 millions de Français et 400 000 Français supplémentaires qui finissent par rentrer dans l'impôt sur le revenu. Jean-Didier Berger, ces arguments, jusqu'ici, ils peinent à convaincre Marine Le Pen. Pour vous, qu'est-ce qui la ferait encore changer d'avis en 48 heures sans geste supplémentaire sur le fond du texte? Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait d'arguments de fond, de nature à la convaincre. Si c'est l'humiliation permanente de demander sans cesse des efforts supplémentaires pour montrer que c'est le Rassemblement national qui décide, de toute façon, c'est quelque chose, c'est un chantage qui n'a pas de fin. Donc à un moment donné, il ne faut pas accepter cette situation de chantage. Il faut simplement que le Rassemblement national se demande si ses électeurs ont voté pour le Rassemblement national pour risquer d'avoir M. Mélenchon et ses équipes au pouvoir dans notre pays, si ses électeurs ont voté pour le Rassemblement national pour avoir le désordre, le chaos et l'inconnu dans quelques jours et dans quelques semaines, pour avoir une situation de crise financière sur la France et sur les Français. Est-ce que c'est ça le parti du Rassemblement national aujourd'hui? C'est à Marine Le Pen de répondre. Le Pen qui n'a toujours pas pris la parole depuis l'annonce de ce 49-3 utilisé par Michel Barnier, qui engage donc la responsabilité de son gouvernement sur le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Peut-être une anecdote, Pauline, dans les couloirs de l'Assemblée, j'ai croisé tout à l'heure la presse portugaise, parce qu'il n'y a pas que des journalistes français aujourd'hui à l'Assemblée. La presse portugaise qui s'intéresse à ce qui se passe en France parce que, me disait cette consoeur, s'il y avait une crise en France, cela aurait des conséquences sur l'Europe, qui semble avoir donc entendu les arguments que Jean-Didier Berger vient de prononcer à l'instant. On continue de guetter les prises de parole à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a une effervescence très particulière aujourd'hui, et que je vous rappelle l'information principale de la journée: Michel Barnier engage la responsabilité de son gouvernement, dégaine le 49-3, comme on dit trivialement, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.